Moi, j'étais juste là pour ce bien-là. J'ai essayé de rien lâcher, mais tu es quand même en compétition avec un mec qui est derrière toi, qui lève la main. Tu joues un peu le timing pour dire j'attends que la bougie s'éteigne. Et juste avant qu'elle s'éteigne, je lève la main. Ceux qui ont déjà essayé de faire des financements dans des banques, avec la même banque, le même interlocuteur, tu peux avoir une offre de prêt en 10 jours comme en 3 mois. Il faut avoir la capacité de se dire ok, si j'ai pas mon prêt, il faut que je puisse sortir l'argent cash. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Bruno. Salut, merci à toi de m'inviter, ça me fait plaisir tout le temps qu'on discute. Écoute, je t'en prie, c'est l'occasion, le fait que je sois à Paris, d'enregistrer cet épisode avec toi. On a essayé de se synchroniser effectivement pour que tu puisses venir enregistrer dans mon ancien studio à Toulouse. Le studio que je n'ai plus puisque je l'ai vendu et puis tu n'es au final pas venu à Toulouse, tu n'as pas eu l'occasion de le faire pour ça. Donc là c'est très bien, voilà. Je remercie Jérémy qui nous prête ça. Exactement, on remercie Jérémy, du coup, animateur de Ça fait un bail, podcast leader sur l'immobilier que j'apprécie beaucoup, qui nous prête le studio dans sa péniche. Donc là ici on est dans une péniche, on ne dirait pas, on a une petite cheminée, bon il fait 30 degrés mais on n'a pas besoin aujourd'hui, il fait très chaud sur Paris. Mais c'est très cool, on a un bon spot, on a une belle lumière, on a la vue sur la Seine, franchement c'est chouette. Mais on va pas parler de péniche aujourd'hui. Non, tu connais rien en péniche. Pas trop, pas encore. Voilà. Je ne sais pas encore acheter. Mais... Donc Bruno, tu es le fondateur d'une société qui s'appelle Monsieur Hugo, qui n'est pas ton prénom du coup. Peut-être ton deuxième prénom ? Même pas, ça finit juste par un O, c'est tout. Ok. Même pas ton fils, ton neveu Même pas, non. C'est vraiment un prénom qu'on a choisi parce que ça sonnait bien, c'est rond, c'est peut-être international, c'est facile à retenir, et puis ça humanise en fait le service qu'on propose derrière. Après, il n'y a pas d'explication, c'est juste qu'on voulait vraiment un prénom par rapport à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et Hugo, ça tombait bien. C'est pas Bruno et c'est Hugo. Ouais. Ça aurait pu être Bruno. Oui, on m'a souvent demandé. Ouais. Ok. Bruno, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter déjà rapidement, toi, à titre personnel, ton parcours perso, pro, et ensuite, tu vas nous présenter ce qu'est Monsieur Hugo, et on rebondira ensemble, parce que Monsieur Hugo, on le verra, c'est un sujet de gestion locative, au sens large, mais finalement, pas tout non plus, et c'est là où on va rentrer dans le détail pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs vraiment ce qu'ils peuvent attendre d'un outil et d'un service comme Monsieur Hugo. Ok, écoute, donc moi je suis Bruno Cantegrel, j'habite en région parisienne. Je suis investisseur depuis maintenant quasiment 20 ans. En fait, j'ai commencé très tôt à la sortie des études avec mon premier job, premier CDI. En fait, j'ai commencé à investir. Je suis resté très longtemps salarié en fait, travaillé pendant des années dans des boîtes de téléphonie mobile. Je les ai tous fait, Orange, SFR, Bouygues. Ok. Qui a le meilleur réseau ? Orange. Ok, bonne réponse. Et puis j'ai toujours été passionné par l'IMO. J'ai commencé déjà tout petit, mais plus dans un mode gaming, jouant au Monopoly. C'est un truc que j'adorais. Okay. Tu joues l'été avec les amis, tout ça. Et je me suis mis un peu là-dedans, juste par un jeu. Puis après, parce qu'il faut bien que tu construises ta retraite. Donc quand j'étais chez Orange, on nous proposait des plans d'épargne retraite pour constituer la retraite, parce que tout le monde savait qu'il n'y en aurait pas trop. On ne savait pas trop ce qu'on allait avoir au niveau d'État. Et puis moi, ça ne me plaisait pas trop parce que tu mets de l'argent tous les mois dans quelque chose qu'au bout de 45 ans, tu vas peut-être espérer avoir. Tu ne sais pas combien tu vas avoir, tu ne sais pas comment ça va se fructifier. Et donc du coup, je me dis, bon, je vais laisser le parcours pour les autres et moi, je vais aller dans l'IMO. Déjà, j'aimais ça, j'étais passionné par l'IMO et puis mes parents en faisaient aussi un petit peu avant. Et donc, j'ai commencé directement par me lancer en fait, pour investir dans l'immobilier. Et c'est là que j'ai fait un peu le grand saut au début parce que j'y connaissais rien. Tu sais, quand tu sors d'école, tu n'as pas été formé, quoi. Bah oui. C'était une formation plutôt d'ingénieur et de commerce, donc sur l'immobilier, on partait de zéro. Donc là, tu fais forcément des erreurs. Grave, des grosses erreurs. Mais bon, je pense qu'il faut passer par là pour se lancer. Comme je ne savais pas par où commencer, je me suis dit, tiens, je vais peut-être
me faire accompagner. Donc à l'époque, il n'y avait pas autant de formation, tu vois, sur l'immobilier dans les années 2002, 2003, 2004. Tu vois, il n'y avait quasiment pas de formation. Les gens se débrouillaient. Peut-être qu'il y avait des bouquins, mais pas plus que ça. Par contre, il y avait plein de CGP. Il y en a toujours autant. Donc je m'étais dit, tiens, je vais prendre un CGP par connaissance qu'on m'avait recommandé. Il m'avait dit, bah tiens, super, j'ai le plan pour toi. Il m'avait fait des jolis tableaux sous Excel, des beaux graphiques, regarde les rentas, regarde comment tu vas bien gagner ta vie à la retraite, etc. Et donc, on est parti sur un produit de défisc, parce que les CGP proposent aujourd'hui la plupart des produits de défisc, hein, sinon c'est de défiscalisation, tu es dans du neuf. À l'époque, la loi qui était à la mode, c'était le Dorobien, classique. Et donc j'ai fait un Dorobien dans une ville que tu connais, je crois. Oui. Pas loin de Castres. Dans le Tarn, oui. Moi, je ne connaissais pas du tout où c'était situé sur un plan. J'ai jamais visité le bien. Mais tu as acheté un produit de défiscalisation. J'ai acheté juste un produit de défiscalisation, comme la plupart font, sans le visiter. Donc ça, c'est première erreur. Il faut toujours le visiter. J'avais fait confiance en fait aux études de marché du constructeur, du promoteur, du CGP, de tout le petit monde en fait qui gravite autour pour te vendre en fait ce produit-là. Après, tu peux pas le visiter en soi parce que tu achètes en amont. Mais j'aurais pu m'enseigner sur la ville, sur le potentiel, sur l'environnement, sur les chiffres, sur les données INSEE. Oui. Mais bon, vu que je démarrais, je disais, bon, c'est bien, c'est sérieux quoi. Ouais. Ça a l'air sérieux sur les chiffres, banco, on y va. Et puis j'étais trop dans une démarche purement financière. Et il ne faut pas avoir une démarche financière, il ne faut pas raisonner sur qu'est-ce que tu vas pouvoir gagner grâce aux impôts. Ouais. Toi, quand tu investis, c'est OK, tu as un gain parce que c'est un programme de défisc, et donc c'est pour ça que tu as des bonnes rentas. Mais en fait, il faut retirer les programmes de défisc, tu regardes juste ton produit sans défisc à côté, sans tenir compte de ses avantages, et tu regardes c'est quoi la renta, où est-ce que tu achètes, est-ce qu'il y a un marché locatif, la liquidité à la sortie. Hein? La liquidité à la sortie. La liquidité à la sortie, ça. Non, parce que c'est parce que c'est surtout là, en fait, l'impact des lois pour la défiscalisation. C'est les gens qui se plantent s'en rendent souvent compte à la sortie. C'est-à-dire quand tu essaies de vendre, c'est là où tu vends avec perte et fracas. Et il y a à peu près 80%. Il y a d'ailleurs des rapports de la Cour des comptes là-dessus, de pas mal de rapports aussi officiels, qui dit que 80% quand même des logements de défiscalisation sont vendus avec des moins-values. Ah mais c'est obligé. Donc c'est incroyable. Et, tu vois, moi j'ai eu plusieurs fois des agences immobilières qui m'ont sollicité pour le bien, pour le vendre. Et ils m'ont fait des petites estimations. Mais quand je voyais leurs estimations, je me disais mais c'est pas possible. Moi le bien, je l'avais acheté dans les 147 000 euros et ils me faisaient des propales dans 100 000. Bah oui. Et 15 ans après, je me dis mais non, mais l'immobilier il augmente, c'est pas normal, j'ai acheté plus cher. L'agence me disait, mais non, écoutez, c'est un problème de défisc, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, c'est dans le neuf, ça coûte beaucoup plus cher, les matériaux coûtent plus cher, il y a plein d'intermédiaires à payer. Je ne voulais pas la croire. Je dis, non, mais ok, tu t'es trompé, tu as fait une mauvaise estimation, je vais attendre, je ne voulais pas vendre. Et puis finalement, c'est quand j'ai regardé les ventes qui ont été faites dans cet immeuble-là récemment, je me dis, ah ouais, non, c'est pas des mauvaises estimations. Ouais. Tu vois, il y a des biens qui sont partis à 65 000 euros dans l'immeuble. Ouais. Des gens qui ont acheté à peu près comme moi pour des T2. 50 000 balles. Ouais. Là, moi, j'ai eu une chance énorme, c'est que la locataire m'a dit votre bien, il est trop bien, j'ai envie de l'acheter. Ah, ça, c'est le meilleur plan. Et c'est pour mes vieux jours, et tu vois, c'est une dame à la retraite. Et je voulais acheter cash et tout ça. Je dis super. Par contre, le prix de marché, c'est 87 000 euros. Et je savais, tu vois, savais que le truc. Donc, je dis ok. Après, bon, j'ai bénéficié d'un programme d'amortissement. J'ai payé mon impôt, certes, mais je n'avais pas eu en tête au départ la revente. L'agence qui gérait le bien a mis 9 mois pour trouver un locataire. Donc tu vois, 9 mois, c'est long. C'est énorme. Maintenant, je mets 2 jours pour trouver quelqu'un, pas 9 mois. J'avais pris un crédit à taux variable. Bon, tu avais tout cumulé. À l'époque, c'était à la mode. Mais en fait, j'ai tout testé, mais pas dans le bon sens. Donc du coup, en fait, ces erreurs, ça te coûte en renta, ça te coûte en… Donc j'ai payé des mensualités plus chères, j'ai mon loyer qui a baissé de quasiment 80 € par mois. Bon, le bien, bien sûr, c'est pas dévalorisé, c'est que j'avais acheté trop cher. Donc maintenant, finalement, il n'y a pas de plus-value. Au moins, je ne paye pas d'impôt sur la plus-value. Mais voilà, ça s'est déprécié. Donc du coup, là, c'était un premier investissement. J'y suis allé, j'ai testé, j'ai vu, j'ai pas refait. J'ai pas refait et du coup, je suis allé plutôt sur des produits un peu plus standards, au sens où il y a un marché locatif. Donc je suis allé sur Lyon après pour investir. Dans Lyon. Dans Lyon, dans le centre-ville, en résidence étudiante. Et là, on ne peut pas se tromper parce que c'est comme si tu achètes en plein Paris, tu as les facs autour, tu as les écoles autour.
et tu as forcément de la demande. Oui, mais c'est souvent dépendant d'un exploitant. Mais ce qu'on appelle les résidences de service, donc tu achètes hors taxe, donc ça c'est cool. Tu as un bail commercial de 11 ans, donc ça te garantit des loyers. Tu es encore en mode un peu pépère, je ne prends pas de risque, je prends C'était quoi, du 3,5-4 qui te garantissait, non? Ouais, donc, mais c'était mieux que tu vois des contrats d'assurance vie qu'on était à 2,5. Oui. Moins risqué que la bourse, où la bourse tu pouvais vraiment te prendre les pieds dans le tapis. Bah, surtout avec 2008. Alors non, toi c'était après 2008 là pour le coup. Après, j'ai quand même un petit peu essayé pendant la crise financière de jouer en bourse, mais pas, j'ai tout perdu. Comme tous ceux qui ont joué, mes potes qui ont joué, ils ont tout perdu. Oui, ou là il y a eu pareil la vague au Covid aussi qui a été compliquée des fois. Ouais, donc après pour moi l'immobilier ça reste quand même plus accessible sans trop de connaissances versus la bourse. Je suis d'accord. Tu peux faire des erreurs, mais tu perds pas tout. C'est des erreurs que tu peux, tu t'apprends. Après c'est soit tu fais rien et tu n'apprends pas et tu attends d'avoir la bonne affaire. Mais moi, je voulais commencer, je voulais y aller, donc j'ai fait le premier pas. Après, j'ai fait autre chose, donc la résidence service. Après, j'ai bifurqué de stratégie. Je me suis dit, on va plutôt investir dans l'ancien, près de chez moi, et dans des biens à rénover complètement. Donc, toi, j'étais plus dans du neuf, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était dans du neuf. Donc déjà, tu le payes plus cher, le neuf. Après, tu es tranquille pendant 10-15 ans. Tu vois, j'ai jamais eu de travaux à faire. Mais tu le payes à l'entrée. Et donc maintenant, je préfère dénicher des biens dans l'ancien. Comme toi, tu es ultra niché dans Toulouse et tu connais ultra bien ton marché par rue, par quartier. Moi, c'est pareil, je le fais pour chez moi, mais à titre perso, tu vois, pas pour d'autres clients. Donc, je connais bien le marché, je sais à combien je dois l'acheter, je sais à combien je pourrais le louer avant même de l'acheter, je sais à peu près le montant des travaux. Et donc, pour ça, tu passes… je ne fais pas ça à temps plein parce que j'avais un job à côté. Mais ça prend quand même du temps pour trouver le bien, pour faire les travaux, pour faire les plans, déposer des demandes à la mairie quand tu as des demandes d'autorisation à faire. Surtout que tu me parlais d'une surélévation d'un immeuble en copropriété, donc ça c'est assez folklorique comme démarche. C'est vrai que ça c'est vraiment le projet sur lequel je suis actuellement, qui est un projet beaucoup plus complexe qu'un Eurobien, où voilà, j'ai… un peu par hasard en fait, parce que j'avais déjà un bien dans cet immeuble-là et j'aime bien regarder un peu ce qui se passe dans l'immeuble. Donc j'ai découvert qu'il y avait des combles qui étaient accessibles. Je me dis tiens, c'est sympa, il y a une belle surface, mais bon, tu vois, la hauteur sous faite plafond, on était à 1,70 m, donc tu ne pouvais rien faire. Je me dis mais potentiellement, il y a une surface de 60 m², pourquoi pas le surélever, construire quelque chose vraiment de bien en fait. Mais ça m'a pris 2 ans, ça m'a pris 2 ans et demi. Parce que c'est ultra complexe. Mais c'est vrai, donc entre les 5 parties de Monopoly, l'investissement d'Eurobien, tu t'occupes de rien, les résidences de service où tu fais pas grand-chose, la rénovation d'appart et des projets un peu plus complexes, j'aurais pas fait ça au début. Mais j'ai l'impression que c'est une évolution assez cas d'école, tu vois, je trouve. Du produit de défisc, pas la bonne raison pour investir, donc effectivement, erreur et tout. Quasi tout le monde perd à la sortie. Ensuite, résidence de service parce que, ok, j'ai compris, mais quand même, j'ai pas trop envie de m'en occuper, donc je prends un truc qui est safe, qui est safe et qui est géré par quelqu'un d'autre que moi parce que au moins je mets pas la main à la pâte. Et après, step sur de l'ancien à rénover, puis de la création de valeur avec un achat de comble et tu crées ta valeur, tu vois, avec une surélévation. J'ai l'impression que c'est J'ai fait comme ça crescendo. Après, c'est peut-être parce qu'une fois que tu as fait de la rénovation dans des appartements, tu dis tiens, pourquoi pas faire autre chose, nouveau challenge. C'est intéressant, je trouve, comme évolution. Et j'ai même fait des ventes aux enchères à la bougie. Je recommande, tu vois, si les gens ils veulent y aller, tu peux y aller en spectateur. Tu n'es pas obligé d'y aller pour acheter. Tu vas en spectateur, tu regardes, tu as vraiment une ambiance particulière, tu n'as que des marchands de biens, tu n'as que des gens du BTP qui sont là, tu as très peu de particuliers. Parce que tu as des règles du jeu, il ne faut pas se planter, il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis parce que tu n'as pas le droit à l'erreur en fait quand tu achètes à la bougie, tu achètes cash, tu as un délai figé de 2 mois, il faut que tu arrives avec un gros chèque de banque parce qu'il te faut des garanties. Mais après, c'est vraiment un jeu. Tu vois, je ne sais pas si tu connais les systèmes à la bougie, ils allument des bougies et puis tu lèves la main et tu surenchéris. C'est quand la bougie elle est éteinte, s'il y a encore des gens qui surenchérissent, ils rallument les bougies et ainsi de suite jusqu'au dernier qui surenchérit et que la bougie s'éteint. Et psychologiquement, c'est génial parce que tu vois que tu es en compétition directe avec tout un tas de personnes dans la salle. Et après, c'est limite un petit combat. Quand vous n'êtes plus que 2, j'étais plus que… Il y avait une personne derrière moi.
Mais les gens qui sont là pour repartir avec quelque chose. Donc s'ils n'ont pas celui-là, comme il y a généralement des dizaines de biens à vendre, ils vont prendre le prochain, ou sinon prendre le prochain. Moi, j'étais juste là pour ce bien-là. Donc j'ai essayé de rien lâcher, mais tu es quand même en compétition avec un mec qui est derrière toi, qui lève la main, tu joues un peu le timing pour dire j'attends que la bougie s'éteigne, et juste avant qu'elle s'éteigne, je lève la main. Et au final, elle n'a jamais relevé la main, et là, le commissaire-président te dit bon, ben voilà, cette enchère, elle est pour le numéro XYZ, vous allez voir le notaire, vous signez le compromis de vente de suite, il vous explique les règles, vous faites le chèque, et puis vous repartez avec votre non, mais c'est vrai qu'il faut être assez averti pour ce genre de choses en général. J'avais fait 2 épisodes intéressants sur le sujet, un avec Amani que j'invite tout le monde à écouter, qui est quasiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines dans les tribunaux pour les enchères, et avec Loïc Alain qui est un marchand de biens aussi, qui fait beaucoup de ventes aussi, d'opérations comme ça. Donc ils avaient détaillé tout le process et effectivement, tu te rends compte que souvent quand même tu as toujours les mêmes que tu vois, parce qu'en fait quand tu es vraiment professionnel dans le sujet, c'est toujours les mêmes, ils se connaissent tous, ils se regardent, ils sont tous aussi en train de regarder quel est le fiche, on appelle ça autour d'une table de poker un fiche, quelqu'un qui va se faire bouffer aujourd'hui et qui va acheter un truc trop cher qu'aucun professionnel dans la salle ne va acheter. Enfin, c'est vraiment un monde à part, quoi. C'est assez particulier. Ouais, moi c'est ce que j'ai remarqué, déjà tu les vois, les mecs qui sont… Tu vois, limite, ils se ramènent avec leur caisse à outils ou leur marteau. Enfin, tu vois c'est des artisans, c'est des gens du BTP qui sont là pour acheter des trucs en très mauvais état et les refaire, ou des marchands de biens, effectivement, qui sont là pour dénicher la bonne affaire. Mais en tout cas, oui, il faut le tester, il faut y aller, il faut voir. Moi, je l'avais été en tant que spectateur il y a quelques années, et c'est assez magique parce que c'est grisant, tu peux te prendre au jeu, en fait. Et il faut se mettre des limites. Si tu ne te mets pas une limite sur le prix max que tu te dis, en fait, sinon tu continues à se enchère. Et moi, je suis arrivé, tu vois, le bien était à… Je m'étais mis 138 000 en max. Il est arrivé à 137. Et à ce niveau-là, j'étais en train de me dire, mais peut-être que je vais rajouter 2 000 en rallonge, on ne sait jamais. Et toi, ici, tu peux vite te laisser prendre au jeu, et parce que tu vois, tu as une grosse pression sur toi, le truc, tu le veux. C'est limite mode casino, quoi. Faut être discipliné. Si tu n'es pas discipliné, je pense que… c'est pour ça qu'il faut vraiment, si tu vas là-bas, que tu veux se renchérir, fixe-toi vraiment des limites. Tu as un financement béton, voire il faut que tu puisses payer cash. Ou alors tu peux faire un prêt, c'est autorisé, mais tu as un délai de 2 mois ultra court. Et moi, j'avais fait un prêt, et j'ai passé toutes les étapes au niveau de la banque, mais de façon accélérée. Et sachant que 2 mois, c'est ultra court parce que tu as les 11 jours de rétractation. Et donc, j'avais eu l'argent sur le compte du notaire 2 jours avant la deadline. Et non, mais surtout, mais je pense que c'est l'enceinte qui a fait. Et donc, il faut être un peu connaître son banquier. Surtout qu'on sait tous, pour ceux qui ont déjà essayé de faire des financements dans des banques, que avec la même banque, le même interlocuteur, tu peux avoir une offre de prêt en 10 jours comme en 3 mois en fait. Parce que tu ne sais pas, des fois les périodes, etc. Puis les gens qui écoutent le podcast commencent à savoir aussi ce que je vais dire. Des fois, c'est que les banquiers aussi, ils ont 10 semaines ou 11 semaines de congés à poser par an. Donc, et souvent, et tant mieux pour eux, mais il faut les poser. Et du coup, malheureusement, ça met de l'inertie, ça met un manque de productivité aussi dans certaines agences. Tu vois, là, je prends un exemple. Moi, mon directeur d'agence, là, s'est barré. Je l'ai appris par un client qui travaille avec lui aussi. Il s'est barré sans avertir qui que ce soit, aucun client, etc. Je ne sais pas, je ne connais pas les… Alors, il a sûrement une bonne raison, tu vois, mais je ne connais pas les conditions, mais il s'est barré du jour au lendemain, voilà. Et là, pendant 3 semaines, j'avais 0 interlocuteur dans la banque. J'ai toutes les boîtes dans la banque. Tu vois, c'est un mec, c'est un directeur d'agence, c'est pas un conseiller avec beaucoup de turnover. Voilà, c'est un mec sérieux. Et il a fallu 3 semaines pour que j'ai un nouveau nom d'interlocuteur qui est venu remplacer. Tu vois. Mais c'est vrai que faire ce genre d'opération de vente aux enchères, il faut être prêt à dégainer ultra rapidement et sur des variables que tu ne maîtrises pas. Donc il faut être solide. Parce que derrière, ok, tu as ton conseiller bancaire ou le directeur d'agence, mais lui derrière, il transmet le dossier au back-office de la banque qui va tout analyser. Après, tu as la caution, crédit logement ou autre. Et il manque souvent des pièces, donc tu as plein d'allers-retours à chaque fois, la signature n'est pas bonne, il manque une paraphe, il y a toujours un problème dans le process qui font que tu prends à chaque fois des jours et des jours et des jours. Donc ça, c'est pour ça, si les gens qui veulent le faire, c'est intéressant parce que tu peux avoir des biens un peu décotés, mais il faut avoir la capacité de se dire, ok, si je n'ai pas mon prêt, il faut que je puisse sortir l'argent cash. Parce que sinon, le notaire, il te dit, ok, je saisis vos biens parce que c'est une obligation de paiement. Une obligation de paiement, il n'y a pas de clause suspensive, il n'y a rien. Donc soit tu backup à mort et tu dis ok je peux sortir le cash,
Oui, donc là, c'est pas juste tu perds la compte, c'est tu es obligé de tout payer. Tu es obligé de tout payer, c'est vraiment une obligation de paiement. Donc, soit tu as le cash et tu backup, soit tu prends quand même cette opportunité de dire j'ai comme demandé un prêt, on ne sait jamais. Mais si ça ne marche pas, la négo, elle est quasiment nulle. Donc, voilà, donc il faut vraiment être un peu prudent, mais il faut le tester en tant que spectateur pour voir l'ambiance, c'est assez magique. Voilà, donc ça c'est le dernier projet que j'ai fait à titre perso et qui demande pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour coordonner à la fois les travaux, tu en sais quelque chose, travailler avec la mairie, faire des projets et des plans qui sont en accord avec le PLU, voir l'architecte de la mairie aussi. Embarquer les copropriétaires qui n'ont aucun intérêt personnel à accepter tout ce que tu fais toi et ton enrichissement personnel. Mais donc c'est pour ça qu'il faut leur vendre le projet. Nous la toiture elle était un peu, elle fuyait, donc je leur dis voilà, la toiture elle va être nickel, elle va être isolée, il y a zéro isolation. Tu prends en charge ça tout seul alors que normalement c'est le bien commun quoi. Et normalement ça coûte une main, donc ils ont été plutôt sympas, mais ça a duré 2 ans entre les échanges avec la mairie, les AG qu'il faut attendre. Je n'ai pas lancé une AG extraordinaire pour ça, parce que ça coûte de l'argent. Donc tu as dans la table de l'AG. Après, il faut souscrire à des dommages ouvrages. Les dommages ouvrages, ils demandent des garanties. Il faut faire appel à des bureaux d'études, des bureaux de structure de sol. En fait, il y a plein de trucs à étudier pour que tu n'as pas quand tu achètes un appartement, tu le rénoves et que tu fais ta petite histoire dans ton coin. C'est une autre dimension, peut-être pas pour des débutants qui se lancent, mais pour ceux qui voudraient, tu vois, peut-être aller gratouiller, aller chatouiller un peu le next step qu'on en marre de faire d'investissement traditionnel. Après, tu as les immeubles, mais ça peut être aussi un. Je pense que si tu t'ennuies effectivement dans tes projets IMO, ça peut être un bon plan pour ne pas s'ennuyer pour le coup. Voilà, mais il faut avoir du temps. Et du coup, fort de tout ça et de toute cette expertise que tu as accumulée, tu as géré des locataires. Oui. Donc, ça t'a appris des choses. Et comme ton job initial, ça reste l'informatique, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Alors, initialement, c'était ça. Après, je suis allé dans le marketing et dans le digital. Ok, donc le digital, encore mieux. Du coup, tu t'es dit, il manque quelque chose sur le marché pour la gestion locative, et donc je vais le créer. Et donc, effectivement, et pour arriver à tu vois, parce qu'il faut quand même se lancer. C'est compliqué de lancer une boîte, compliqué d'entreprendre. Moi, j'ai lancé ma première boîte en 2009, c'est une SS2I. Qui est toujours en activité. Donc SS2I, c'est une société de consultants informatiques, de prestation de services en informatique. Exactement. Et je voulais. Le modèle, il est simple. C'est tu as un coût homme, masse salariale, que tu revends x2 à un client. C'est à peu près ça. Pour faire un parallèle, c'est des agences d'intérim, si tu veux. Sauf que là, c'est de l'intérim de cadre. Donc on n'appelle pas ça des agences d'intérim, on appelle ça des SS2I. Donc on place des consultants, des développeurs chez des clients sur des projets web ou plateformes web par exemple. Tu vends du temps de ressources quoi. Exactement, on vend du temps de ressources. Donc ça c'était que j'ai commencé il y a très longtemps. Après j'ai voulu c'est une boîte que tu as toujours. Hein. C'est une boîte que j'ai toujours et j'ai voulu plutôt me lancer dans un nouveau projet mais lié à l'immobilier parce que ça a toujours été une passion à titre perso depuis tout petit, après pendant toutes ces dernières années. Et je me suis dit la grosse galère aujourd'hui, c'est la gestion. C'est gérer ses biens, gérer les emmerdes avec les locataires. Combien tu avais de locataires, toi, à gérer à titre personnel ? Peut-être une dizaine. Ok. Moi, je ne fais pas de coloc, mais ceux qui font des colocs dans nos clients, ils peuvent avoir 6 colocs pour un bien. Moi, je n'ai jamais fait coloc. Après, j'ai des amis qui font de la coloc. Parce que j'ai pas la surface pour un coloc, c'est du gros budget quoi. Voilà, et moi j'étais plutôt sur des studios, donc c'était une personne voire deux. Et donc en fait voilà, c'est contraignant. Au début, je gérais mon premier bien, donc le Robien, c'était en agence immobilière, Foncia qui gérait tout. C'était à distance, donc c'était un peu différent. Après, j'ai toujours tout géré sous Excel. Mais Excel, c'est bien pour faire la petite compta du dimanche, quoi. Mais après, tu peux rien faire de plus avec ça. Tu peux pas gérer des sinistres ou des choses comme ça. Tu gères pas les sinistres, tu collectes pas l'argent, tu peux rien automatiser, quoi. C'est plus c'est de la data, c'est des chiffres que tu mets dedans, mais tu gères pas de l'humain avec Excel. Ni des process. Ni des process. Et aujourd'hui, quand tu regardes le marché, tu as 3/4 des propriétaires qui gèrent seuls. Donc tu en as 25% qui sont gérés en agence.
et tu en as 75% qui gèrent, enfin qui veulent continuer à gérer tout seul. Et c'est et je le comprends aujourd'hui parce que l'immobilier, c'est des produits, c'est palpable, tu as une relation humaine avec les locataires, tu dois faire des travaux, tu dois chercher du bien. Enfin, c'est pas une action en bourse, tu vois, que tu achètes juste un petit bout de papier et tu laisses de côté. C'est de la gestion de projet en fait un peu, et tu as une mini-entreprise à gérer. Et qui dit mini-entreprise, il faut avoir un peu une expertise juridique, fiscale, mettre en place des process, avoir un petit réseau pour faire le SAV, gérer les problématiques techniques dans le logement. Et ça, quand tu as ça avec Excel, ça ne marche pas. Et donc, du coup, je me suis dit, il manque un truc. Et c'était d'où l'idée de créer un assistant personnel en gestion locative. Un peu, tu vois, dans la location courte durée, tu as beaucoup de conciergeries avec tout un tas de prestations de services qui sont proposées autour. Le ménage, les draps, etc., la remise des clés. Ça marche bien en fait. La vente additionnelle, la petite bouteille sur la table. Exactement, remplir le frigo. Donc ça s'y prête parce que c'est de la location courte durée. Mais dans la longue durée, tu n'as pas tout ça, mais tu as d'autres problématiques. Et moi, je voulais avoir un assistant personnel capable de m'épauler pour toute la partie administrative, comptable, fiscale, et puis surtout gérer les problèmes. Ouais. Donc les problèmes juridiques, les problèmes des impayés, le problème des locataires qui font la sous-loc. Moi, j'ai déjà retrouvé mon appartement sur Airbnb, par hasard. Ah ouais. J'ai eu des lettres de mise en demeure du syndic parce que mes locataires ils faisaient la fête tous les samedis. Ouais. Des locataires qui n'entretenaient pas bien le logement. Et en fait, des cas, on a à l'appel ou des problèmes avec je sais pas, des chaudières ou des ballons d'eau chaude, des fuites, des problèmes avec les volets roulants. En fait, c'est courant en fait, quand tu fais de la gestion locative. Ça vit, en fait, c'est vivant. C'est vivant. Tu ne peux pas te limiter à collecter des loyers. Au début, je me dis, c'est facile, je prends les loyers et puis je m'occupe de rien. Ah oui, non, mais oui, ça peut être chronophage, ça peut être absolument passif, honnêtement. Des fois, tu as des locataires pendant 3 ans, tu n'en entends pas parler et tout tourne. Surtout quand tu viens de rénover un bien, si tu n'as pas de SAV, après ça tourne. Ouais. Mais ça peut être très très chronophage avec certains locataires. Ça peut être chronophage et c'est souvent chronophage. Et moi, je voulais avoir une sorte de bras droit, je voulais avoir tu vois, une équipe projet. Comme quand tu bosses dans une boîte ou dans des grands groupes, tu as une direction informatique, tu as une direction technique, tu as une direction juridique, tu as un service client. Toi, le patron, il ne fait pas tout. Oui. Là, c'est pareil. Quand tu fais même il suffit juste d'avoir un seul bien que tu mets en location, tu dois gérer en fait ton entreprise et ton produit, c'est quoi? C'est le bien immobilier. Ton client, c'est qui? C'est le locataire. Tu vois, moi, je ne parle pas de locataire, c'est mon client. Parce que j'ai une logique de le fidéliser, de faire en sorte qu'il reste là le plus longtemps possible. Le bien, je fais maintenant que des biens de même qualité que pour la LCD. Donc, tu vois, je les fais bien je soigne la déco, je soigne l'équipement aussi. Donc, j'essaye d'avoir vraiment un niveau premium au niveau de mes biens, mais que je n'avais pas forcément avant. Où je me disais, je mets tout en blanc, je fais du mica, du blanc, c'est pas ça. Mais là, comme maintenant, je suis dans une autre logique de fidéliser les gens, de faire un peu du premium. Alors, sur Airbnb, tu es obligé d'avoir cette logique-là, parce que sinon, ça ne marche pas, tu es au fin fond de la cave. Ouais. C'est la problématique d'ailleurs, j'en parle souvent, mais c'est la problématique du Airbnb. Les gens veulent toujours faire de la location courte durée parce qu'il y a plus de rendement, oui, mais par contre, tous les 2 ans, tu es obligé de redécorer ton bien si tu veux rester au contact du marché en fait. Et des nouveaux biens qui arrivent sur le marché à ce moment-là. Moi, j'ai testé la location courte durée et quand je voyais les annonces d'autres biens sur le marché, mais c'était des standings de luxe, quoi. C'était des hôtels ultra bien. Enfin, tu avais tout. Tu avais le café, tu avais la cafetière, tu avais les capsules, tu avais le savon. Enfin, tu avais vraiment de la belle déco, quoi. Ouais. Et je dis, waouh, j'ai envie d'aller dans ce logement-là pour passer et vivre. Ouais. Et parce que tu es obligé en LCD de le faire, sinon tu ne ressors pas. En location longue durée, c'est un peu moins le cas parce que dans les zones tendues, tellement pas de logement que les candidats ils prennent juste ce qu'ils trouvent. Oui. Et moi j'étais dans cette logique-là d'avoir un bon produit. Je pense. Il y a moins d'exigence de la part des consommateurs entre guillemets locataires que consommateurs type hôtellerie. Tu vois. Exactement. Ouais. Mais voilà, après tu vois j'avais fait ce changement de me dire je fais la location longue durée avec des candidats, avec des locataires, je leur mets un truc fonctionnel. Je leur mets un truc fonctionnel, mais ça suffit pas. Je leur mets un truc qui est joli, qui est beau, qui est waouh. Ils ont envie d'y rester dedans. Et ce qui me permet d'avoir un prix, une prestation, enfin un loyer si tu veux, un peu dans la fourchette haute, parce que tu as toujours un peu aussi une concurrence entre les loyers. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu ce switch.
Et donc voilà, donc ce que je voulais dire dans tout ça, c'est qu'en tant que propriétaire bailleur, tu as un bien, tu as un produit, tu as des clients, et donc tu as une mini-entreprise. Il te faut une direction juridique, comme dans les vrais groupes. Une direction juridique, c'est quoi? C'est le juriste qui va être là pour t'épauler parce que ton bail n'est pas à jour, ton acte de caution, il manque certaines choses. Puis, il est là pour gérer tes litiges, pour te conseiller. C'est comme si tu avais ton avocat. Oui. Donc, les boîtes, ils ont pourquoi tu n'aurais pas un juriste? Mais tu vois, tu comprends bien qu'à titre perso, tu ne peux pas te payer c'est clair. son avocat. Mais c'est juste pour le parallèle, je trouve que l'image est intéressante. Donc tu vois, il te faut une direction aussi technique. Parce qu'il y a des travaux à faire, donc il faut des artisans, il faut que tu connaisses les bons artisans. C'est compliqué aujourd'hui de trouver des artisans. Donc, tu connais bien le sujet. Moi, souvent, tu vois, quand j'ai eu des fuites, des fois, les locataires, ils n'arrivaient pas à me joindre. Ils ont été sur Google, plombier. Tu es sûr que là, ok, tu as un plombier, il te prend 400 € juste pour le déplacement. Il dit, tu payes 400 € et après, il t'envoie la facture. Ouais. Bon, ok, parce que tu n'as pas mis en place les process en amont. Le locataire, il ne savait pas quoi faire, qui appeler. Il suffit que tu sois genre pas disponible parce que j'étais dans le transport et il m'a appelé 8 fois. Et vous n'étiez pas disponible, j'ai dû appeler le premier plombier sur Google. Voici les 400 € à payer. Je suis ok, bon. Mais ça, voilà, parce que je n'étais pas organisé, je n'avais pas donné les bons process en amont. Le locataire, il s'est débrouillé comme il pouvait. Et bon, donc tu vois, une direction technique, c'est important. Il te faut une direction SAV, service client. Parce que les locataires, ils sont là, ils t'appellent. Bien, comment ça marche, et ils ont toujours besoin d'un truc, donc tu es là pour les dépanner aussi. Donc tu vois, tout ça, c'est quand même Et après, la partie direction comptable, c'est la partie la plus importante. La comptable, c'est quoi? C'est en tant que propriétaire, tu fais normalement ta déclaration des revenus locatifs. Et donc, toute la déclaration des revenus, c'est compliqué. Enfin, surtout ceux qui déclarent au réel ou qui ont investi en SCI ou en SARL, en société, c'est compliqué. Donc, si tu n'as pas un expert comptable à côté, tu fais pas, quoi. Enfin, c'est impossible. Donc, tu vois, ça te fait Ce quand qui même. n'est pas obligatoire d'ailleurs. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir un expert comptable, mais c'est vrai que la plupart du temps, dès que tu commences à traiter des amortissements et comme tu dis que tu es au réel, bon, c'est quand même, il vaut mieux avoir un expert comptable derrière. Moi, parce qu'en cas de contrôle, ça peut être quand même dangereux, quoi. J'ai vu la gueule alias fiscale en LNP. Hein. Enfin, tu as une douzaine de pages à remplir, tu as des chiffres dans tous les sens, des grilles dans tous les sens, des colonnes dans tous les sens. Je suis non, ok. L'amortissement terrain, l'amortissement des murs, le machin, le truc. Donc tu peux le faire toi-même, mais je ne connais pas un propriétaire qui fait ça par lui-même, sauf si tu es expert comptable. Sauf si tu es avocat, tu te traites. Tu vois, si tu as l'expertise déjà en toi, tu es juriste, tu es avocat, tu peux traiter ces sujets-là, tu es expert comptable, ok. Mais ça, c'est des cas particuliers à la marge. Mais sinon, dans la majeure partie des cas, tu n'as pas ces expertises-là. Et donc, l'idée, c'est pas de rester tout seul devant ton ordinateur avec ta plateforme qui te gère la partie minimale de ce que tu dois faire pour automatiser tout ce que tu peux, mais c'est d'avoir tout ce petit monde, toutes ces directions avec toi pour être présent et pour te dépanner. Et donc c'est pour ça que nous, dans Monsieur Hugo, on a aujourd'hui plus de 200 juristes pour la partie juridique. Donc quand tu as un souci, au lieu que ça soit toi qui essaye de trouver la solution avec le locataire, ça ne marche jamais. Hein. Le locataire, il veut toujours avoir raison parce qu'il a vu l'association qui lui a dit qu'il fallait faire comme ça. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à régler un problème tout seul avec le locataire. Ou alors ça dure des mois et des mois où à la fin tu te fights et ça se finit mal. Donc là, tu as des juristes, c'est pour ça qu'on a mis en place on a un service juridique. Je parlais de la direction technique, donc on a des artisans. On a plus de 5000 artisans aujourd'hui qui interviennent donc, chez le locataire. Donc, pour donner quelques exemples, ça peut être un problème sur les volets roulants, un problème sur la chaudière, un problème sur des portes, une porte qui ne veut plus s'ouvrir, ou une serrure qui ne marche pas. Enfin, tu vois un peu tout ce qui est lié à l'urgence dans le logement. Donc, nous, derrière, on envoie un artisan directement chez le locataire. Alors, le locataire, il est content. Et ça rentre bien dans ma logique de fidélisation, de ne pas laisser le locataire de poireauter pendant des jours et des jours parce qu'il a un souci. Lui, il va t'appeler tout le temps. Il risque de s'énerver, de dire puisque c'est comme ça, je ne lui paye pas son loyer. Généralement, ça se finit comme ça. Ouais, c'est vrai. Et tu rentres dans une situation conflictuelle. Et c'est pas bon parce que le locataire, il est là pendant des années. Tu ne peux pas le mettre dehors. Alors que, et donc, trouver des artisans. Moi, j'ai déjà essayé de trouver des artisans, mais par toi-même, c'est compliqué parce que les gars, ils sont pris. Ils sont sur des chantiers. Se déplacer déjà, c'est énorme s'ils peuvent se déplacer dans la journée. Généralement, ils te répondent. Et pour des petits tickets, ça ne les intéresse pas trop en général. Non, voilà. Et en plus, ils ne se déplacent pas. Donc déjà, tu peux perdre une semaine à 10 jours. En plus, le temps qu'il te fasse le devis, voilà, tu prends perpète. Et entre-temps, le locataire… la pression monte. il t'a rappelé tout le temps. Donc tu vois, les urgences, il faut vraiment
Moi, ça, en plus, je l'avais vécu plusieurs fois. Il faut vraiment avoir mis en place des process. Ok, tu as un problème ici, tu ne fais pas une erreur en appelant n'importe quel plombier sur Internet. Ça va pas régler le souci. Demain, tu appelles. Donc, nous, on a une hotline. Donc, tu tombes directement sur une hotline technique qui va essayer de résoudre par téléphone le problème. Bon, dans 15% des cas, ils y arrivent. Et ensuite, ils envoient un artisan. Et l'artisan, il est, comment dire, tout ce qui est frais de déplacement, main-d'œuvre et petites pièces détachées, c'est pris en charge par notre assureur. Donc, toi, en tant que propriétaire, tu ne payes pas l'intervention, donc ça coûte à peu près 400 € une intervention. Donc, tu n'as pas à payer l'intervention. Le locataire, lui, il est content parce qu'il a un gars qui s'est déplacé dans un délai ultra court. Nous, les délais, c'est entre 3 et 4 heures. Ouais. Donc, toi, c'est rapide, top pour de l'urgence. Ouais. Et ça répond aussi au stress que tu peux avoir quand tu investis. Mais si j'ai une galère, le locataire, il m'appelle. Personne sur place parce que tu investis à distance. Et tu vois, moi, c'était les questions que je m'étais posées quand j'ai investi à Castres. Là, mais tu vois, tu serrais la fesse. Tu dis, mais j'espère que je ne vais pas avoir de problème. Parce que sinon, je ne savais pas quoi faire, qui appeler, hormis aller sur Google et me faire avoir. Donc, pour ça, c'est aussi beaucoup d'anticipation en amont. De se dire, OK, demain, si j'ai un impayé, si j'ai un souci dans l'appart, comment je peux traiter, parce que souvent c'est dans l'urgence que tu fais n'importe quoi. Et là, si tu as expliqué à ton locataire qu'est-ce qu'il doit faire, et si toi-même tu es au fait de comment tu dois appréhender un litige, qui tu dois contacter, tu vas être beaucoup plus serein le jour où tu as une crasse qui tombe dessus. Parce que les crasses, on en a un peu tous. Oui, c'est la vie de l'investissement locatif, clairement. C'est actif. Mais parce que, donc du coup, pour aussi préciser à tous ceux qui nous écoutent, du coup, Monsieur Hugo répond à des bailleurs qui veulent gérer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils gardent le lien avec le locataire. Et vous venez en mettant une couche d'outils et de services qui permettent de faciliter finalement le quotidien du bailleur, plus que du locataire au final. Enfin, par ricochet, c'est aussi. Voilà, il en bénéficie. Il en bénéficie, mais c'est vraiment un service au bailleur, donc c'est le bailleur qui le porte évidemment, pour faciliter ça. Donc ça veut dire que dans cette plateforme, effectivement, je vais avoir accès, comme tu l'as dit, aux artisans pour des interventions en cas de problématique. Bon, ça, encore une fois, il peut y avoir des biens où il y a des problèmes, il peut y avoir des biens où il n'y a pas de problème, il peut y avoir des biens où il y en a beaucoup. Ensuite, au niveau des flux financiers, parce que c'est ce qui est intéressant aussi dans la gestion locative, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument tout déléguer, donc ils ne veulent pas en entendre parler. C'est le cas de nos clients, par exemple. Ils investissent à distance, ils ne veulent pas en entendre parler, ou alors ils ont d'autres sujets, etc. Et ils ne sont pas à 40 € ou 50 € près par mois pour de prestations de services. Bon, bien que toi, il y a un coût aussi, et on en parlera après, sûrement à la fin de l'épisode aussi, pour savoir combien ça coûte. Tu as des gens qui veulent tout faire eux-mêmes. C'est-à-dire, eux, par contre, ils ne veulent pas payer 1 €. Eux, ils veulent tout faire, ils sont sur place, etc. Et eux, ils investissent toujours à 1 heure max autour de chez eux, ou voire 2 heures s'ils sont téméraires, mais ils ne s'en rendent souvent pas compte des allers-retours qu'ils vont devoir faire, etc. Et là, en l'occurrence, ceux-là, ce n'est pas fait pour eux, parce que pour le coup, eux, ils veulent maîtriser. Et donc, il y a ces gens qui sont… aux deux extrêmes. Voilà, aux deux extrêmes. Et après, au milieu, il y a des gens qui potentiellement nous écoutent et sont justement intéressés par les services de M. Hugo, qui, eux, vont avoir besoin de tout ce que tu vas proposer. Au niveau des flux financiers, au premier extrême que j'ai donné, ça veut dire que c'est une agence qui encaisse, qui gère donc toute la partie comptable et qui fait les reversements, etc. Et qui à la fin donne un mandat de gestion pour encaisser avec une garantie financière, etc. Et qui à la fin de l'année donne un imprimé fiscal unique, en tout cas un récap annuel qui dit vous avez encaissé tant, il y a eu tant de charges, etc., tant de commissions, et ça permet de remplir la déclaration d'impôt ou le bilan. Et puis à l'autre extrême, le mec encaisse tout sur place, encaisse tout directement, il gère tous les flux. Vous vous situez où sur justement, là tu nous l'as dit sur la partie service, mais moi les questions qui arrivent c'est sur la partie comptable, comment vous vous situez et qui gère les flux financiers. Et ensuite, l'autre sujet de la gestion, que les gens mettent souvent dans la gestion, mais qui s'appelle la location, au niveau professionnel et LOAOG, c'est transaction. La location, c'est de la transaction, et la gestion, c'est de la gestion. Et donc, la transaction, c'est le turnover entre les locataires. Gérer l'arrivée d'un locataire, le départ d'un locataire, la recherche d'un locataire et la signature du bail. Donc voilà, c'est un peu mes deux grosses questions, compta et location. Alors, pour la partie compta, comment on fonctionne, nous, c'est très simple. On s'est vite rendu compte que maîtriser les flux financiers,
c'était clé pour pouvoir automatiser tout ce qui est automatisé dans la gestion mensuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis en place, nous, un système qui fonctionne par prélèvement bancaire. Donc, tu sais que le prélèvement bancaire est interdit entre particuliers aujourd'hui. Tout à fait. Tu peux, les agences immobilières, elles ont le droit de le faire parce qu'elles ont la carte de gestion. Donc moi, c'est ce que j'avais quand j'étais avec Foncia. Ils me prélevaient mon locataire et ils me reversaient l'argent entre le 25 et le 30 du mois. Donc nous, on a voulu vraiment proposer, mettre en place en fait un système de pilotage des flux automatiques. Donc aujourd'hui, on est les seuls à proposer le prélèvement des loyers. Tu dis non, mais c'est tout bête, c'est facile et tout, mais dans les faits, c'est ultra complexe à mettre en place. Prélèvement pour un particulier, du coup. Pour un particulier. Et en fait, l'idée est assez basique, c'est que le locataire, lui, il va juste mettre son IBAN, il signe le mandat CEPA sur son compte Monsieur Hugo. Mais qui est le créancier, du coup, sur le mandat? Alors, c'est nous. Parce qu'il faut un numéro, il faut être enregistré à la Banque de France. Il faut un intermédiaire. Donc nous, on travaille avec un partenaire bancaire, donc Crédit Mutuel. Et donc nous, on fait signer un mandat CEPA au locataire et nous, on va piloter effectivement via notre partenaire bancaire les flux financiers. Donc on va venir prélever le locataire tous les mois de 500 €. L'argent, il est mis sur des comptes séquestres. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que ça ne passe pas par les fonds de notre société. Donc tu vois, c'est bien cloisonné, on ne mélange pas tout. Et ensuite, une fois que l'argent arrive sur ces comptes séquestres-là, c'est automatiquement reversé par virement sur le compte du bailleur. Et toi, en tant que propriétaire, tu peux mettre juste ton IBAN. Si tu as plein de comptes bancaires, tu peux orienter les flux financiers vers mettons, tu as un crédit à la caisse d'épargne, un crédit au Crédit Agricole, et tu as des loyers du coup des deux, tu les mets là où tu as le crédit. Tu les mets, voilà. Après, ceux par exemple qui ont des colocs avec 5 colocataires, ils peuvent même se dire, tiens, pour chaque locataire, je vais l'envoyer vers telle ou telle banque. Donc on a une granularité qui est assez fine qui permet d'avoir une gestion multi-IBAN. Et ça, en fait, ça te change la vie au niveau du bailleur parce que déjà, c'est du prélèvement. Donc déjà, tu n'as pas de retard de loyer. Moi, j'ai souvent eu des locataires qui oubliaient de me payer le loyer. Alors, oublier, ils ont toujours des bonnes excuses. Mais ce n'est pas volontaire, mais c'est je suis en vacances, je n'avais pas de connexion Internet, je ne savais pas, mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, donc là, on finit ces excuses. Mais tu ne peux pas l'imposer malgré tout au locataire. Le moyen de paiement, tu ne peux pas l'imposer. Tu ne peux pas l'imposer. Après, ils connaissent le prélèvement parce qu'aujourd'hui, ils payent tous leurs factures par prélèvement, Internet, assurance, habitation, voiture, etc. Donc, c'est un moyen de paiement qui est connu, reconnu. Et généralement, ceux qui ne veulent pas mettre en place le prélèvement, c'est sûr qu'en fait, ils vont payer quand ils veulent. Non, c'est pas vrai parce que je pense pas, parce que j'en ai un là, tu vois, j'ai un exemple concret sur un de mes immeubles. J'ai un locataire qui vient à l'agence nous déposer des chèques, même 3 mois d'avance, tu vois, mais il vient nous déposer des chèques parce qu'en fait, il ne sait pas faire un virement. Donc là, il est même loin. Là, tu es sur une catégorie peut-être moins digitale. Ouais, il est très old school et il a toujours fonctionné comme ça. Et tu vois, ça fait 30 ans qu'il est dans l'appart et il a toujours fonctionné comme ça, tu vois. Et c'est très difficile de le brusquer, en fait. Pour une population un peu digitale, on va dire, c'est pas un frein technique. Oui. Quand ils veulent pas, c'est non, mais j'ai pas envie parce que moi parce qu'ils veulent. Je veux gérer ma trésor, gérer ma trésor et je te paye. Donc tu comprends vite que finalement payer le loyer, ça passe. Payer le même jour. Ça passe après, s'ils n'ont pas acheté plein de trucs dans le mois. Nous, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Je suis d'accord, ça. Et donc globalement aujourd'hui, les gens ils acceptent. En plus, ça se met vraiment en place en un clic. Enfin, c'est très simple pour le locataire, donc il n'y a pas de complexité technique à mettre en place. Donc déjà, tu es payé toi en tant que propriétaire, tu sais que ton loyer va tomber tous les mois à telle date. Avant, moi, je n'avais pas ça, donc j'étais obligé de me connecter sur tous les comptes bancaires, de regarder, le locataire, il a payé. Non, il n'a pas payé, donc je le relance. Ok, il va me payer, il me dit qu'il va me payer dans 3 jours. Dans 3 jours, je me reconnecte, il a payé ou pas. Donc tu vois, tout ça, c'est un peu galère, quoi. Enfin, tu perds du temps, tu n'as pas que ça à faire que de checker les paiements. Donc là, le prélèvement, justement, nous, quand le truc il est prélevé, on t'envoie une alerte par mail, on te dit, voilà, ton loyer, il est sur ton compte bancaire, on t'a fait le virement. T'es tranquille. Donc là où vous venez finalement apporter de la valeur pour le particulier, c'est lui permettre de prélever des gens. Parce que en soi, virement, prélèvement, ça reste quand même le choix du locataire, on le dit, mais vous donnez la possibilité à un particulier de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire en direct lui-même. Exactement. Après, si le locataire il veut te payer par chèque, comme ton locataire, pas de souci, ça fonctionne. Enfin, la plateforme, elle fonctionne quel que soit le mode de paiement. Sauf que tu pourras un petit peu moins automatiser. Oui, tu vas le lettrer à la main, j'ai reçu le paiement. Exactement. Donc ça fonctionne. Mais l'avantage des gens qui viennent chez nous, c'est tu paramètres ton locataire. Et après, franchement, ça tourne tout seul. Tu n'as besoin de rien faire. On collecte le loyer, on envoie la quittance automatiquement parce qu'on sait que le loyer est payé, donc on génère la quittance. Elle est envoyée par mail au locataire. On met à jour ta compta. Donc tu vois, on a un petit outil comptable où on crée des lignes comptables.
Donc, tu vois, une coloc, 3 colocs, à chaque fois, ça te dit, OK, tel locataire, il a payé tant, tel jour, tel montant, etc., etc. Et ça, c'est du temps gagné parce que tu n'as pas besoin de le faire, tu n'as pas besoin de faire un suivi, etc. Après, tu peux rentrer tes charges. Donc ça, si tu en as. C'était ma question. Est-ce que tu peux rentrer tes charges, par exemple ton crédit, etc. et avoir une espèce de petit PNL à la fin de ton activité, bien, de ton bien, ton activité. Alors ça, on le propose via l'outil comptable, tout simplement parce qu'à la fin, comme on fait la déclaration des revenus locatifs, il faut les charges. Oui. Surtout pour tous ceux qui déclarent au réel, c'est important. Donc là, sur l'outil comptable, tu rentres les charges que tu veux, tu rentres ton prêt, tu rentres les frais pour ta PNO, tu rentres les petits travaux que tu as fait, l'Internet, l'Internet, tout ce que tu veux, tu peux uploader les factures. Tu peux prendre en photo avec ton téléphone, tu uploads. Et donc, en fait, c'est un outil de tenue de comptabilité que tu fais, avec ton téléphone, ça se fait en 2 secondes, tu rentres ça, tac, 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 j'ai telle facture. Comme quand tu envoies à ton comptable au final. Exactement. Donc, ça te permet d'avoir un historique, d'avoir une archive aussi de tous les documents et toutes les factures qui peuvent être demandées par le fisc si tu as un contrôle. Ouais. Et puis surtout, le gros avantage, c'est qu'à la fin de l'année, tu gagnes un temps mais monstre parce que tu as toute la data et la donnée en termes de revenus et de charges qui est déjà dans la plateforme. Et nous derrière, quand on fait la déclaration des revenus locatifs, on gagne un temps de fou parce que toute la donnée elle a déjà été traitée, collectée en amont. Et donc, si tu prends le parallèle avec un cabinet comptable, il va dire passez-moi toutes vos dépenses, tous vos revenus, envoyez-moi toutes les factures. Donc, toi, tu as un temps en fait, d'échange qui est assez long. Et pour ça qu'aujourd'hui, les cabinets comptables, tu vois, un cabinet, c'est entre 600 € à 900 € si tu es en nom propre, en société. Nous, on a divisé par 2. Aujourd'hui, les gens disent mais c'est pas vrai. Enfin, comment, tu vois, on est à moins de 300 €, on est à 282 € la déclaration des revenus pour un bien. Ouais. Et pourtant, on fait le même job qu'un cabinet comptable. Ouais. Et c'est un expert comptable qui va produire ton bilan, il va te faire tes liasses fiscales, il va les télétransmettre au centre des impôts et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il va te filer un bilan prévisionnel sur l'année N+1 en identifiant les pistes où tu peux réduire tes impôts. Donc, tu as un vrai accompagnement aussi fiscal. Donc, ça revient à la direction comptable qu'on parlait au tout début, il te faut des experts, il te faut un expert comptable. Donc, c'est quelque chose qui est important pour ceux qui font du réel ou qui font de la location courte durée, qui sont en société, parce que tu ne peux pas le faire tout seul. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé Monsieur Hugo, assistant personnel, parce que tu as toute cette expertise autour métier que tu n'as pas en tant que particulier, mais que tu te dois de maîtriser ou de déléguer. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que je n'ai jamais vu un patron dans une boîte qui fait tout. Tu vois, le commercial, le service client, la compta, tu le fais au début, mais plus tu grossis et moins tu peux le faire en tout cas. Mais même au début, tu vois, si tu n'as pas l'expertise pour gérer être très couteau suisse. Pour gérer un litige, aller en procédure judiciaire, faire des saisies, tout peut se faire par soi-même. Mais à quel prix? Ouais, je comprends. Tu vois, une procédure judiciaire aujourd'hui, c'est 4 000 € minimum. Ouais. Ça te coûte 4 000 € en France. Non, tu peux piloter tous les sujets, mais tu ne peux pas les exécuter forcément tous. Tu peux pas. Et même si tu les exécutes, ça coûte de l'argent. Tu vois, je te disais par exemple, quand on envoie des artisans, aujourd'hui, nous, les 400 €, le propriétaire, il ne le paye pas. Ouais. Alors que si tu n'as pas ça, tu peux dire ok, je peux très bien piloter mon artisan, mais ok, mais il faut que tu le payes le gars. Bien sûr, tu payes 400 €, là, tu ne le payes pas. Ouais. Pareil, si tu as un problème tu dois aller en procédure judiciaire, tu dois faire une expulsion. Tout ça, c'est sûr que ça va te coûter en frais de justice plus de 4 000 €. Et nous, c'est pris en charge. Donc, il y a les emmerdes, le temps passé et le coût en plus. Donc, nous, on intervient sur ces 3 KPI ou 3 critères. Tu ne vas pas perdre du temps à le gérer parce que c'est délégué à quelqu'un, à un expert. Ça ne va pas te coûter de l'argent parce que c'est l'assureur qui le prend en charge. Nous, on couvre le risque locatif. On est courtier en assurance et donc c'est pour ça qu'on a des garanties en fait, qui couvrent tout ce risque locatif. Ça, peu importe le profil de locataire? Oui, ça marche quel que soit le locataire. Ton locataire, il n'a pas de revenus, tu l'as sélectionné. Oui, parce qu'on couvre le risque lié au logement et pas au locataire. Okay. Si tu fais un parallèle par contre, sur la GLI, non, du coup. Non, la GLI qu'on propose, nous, elle est. De toute façon, le produit est standardisé classique, sur le marché. C'est étude du dossier locataire et le risque, il est porté par le locataire. Donc là, c'est pour ça que ça dépend du profil locataire de ses revenus. Ouais. Mais nous, sur les garanties qu'on a mis en place, on couvre le risque du logement. Ok, donc les dégradations, par exemple?
Ça rentre ou c'est plutôt sur GLI, option de dégradation? Alors il y a deux notions dans la dégradation. Tu as la prise en charge des frais pour remettre en état le logement. Donc ça, aujourd'hui, c'est que proposé par des GLI si tu prends l'option détérioration immobilière. Après, tu as la gestion du sinistre. Oui. Lors d'un état des lieux de sortie, je sais pas, tu as un souci avec le locataire parce que je sais pas, il n'a pas remis en état le logement et que tu dois rentrer en litige avec lui. Nous, on couvre ce litige. Donc on va mettre en place la procédure judiciaire pour que il te paye la facture de l'artisan que tu as envoyé pour remettre en état le logement. Donc tu vois, c'est des couvertures différentes entre la détérioration immobilière qui va te payer la remise en état, donc ça c'est côté GLI, et nous c'est plutôt la couverture du procès où on va tout faire en sorte pour que le locataire exécute ou paye la facture de l'artisan qui est venu réparer. Okay. Donc c'est deux approches différentes, mais voilà, donc le milieu des assurances est assez segmenté et compartimenté. Mais c'est et donc nous, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, même si tu as un locataire en place, peu importe qu'il soit en CDD, étudiant, apprenti, artiste, tout ce que tu veux, on s'en fiche de qui il est, on couvre ton bien. Et même si tu fais de la coloc, t'as beau avoir 3 colocs, peu importe, et même peu importe les revenus ou le loyer, la garantie, elle va s'appliquer sur le logement. Sur le logement, ok. Intéressant. Ouais, ça c'est un point intéressant. Et donc sur le volet location. Alors, c'était ta deuxième question. C'est sur le volet, non, mais c'est très bien, on fait la transition. Sur le volet location, justement, parce que tu parlais de dégradation et tout ça, et c'est là justement qu'il y a les états des lieux. En fait, je trouve que les points de friction les plus communs, c'est lors des états des lieux, en fait, dans ce monde-là. C'est le premier litige aujourd'hui, c'est le premier litige devant les tribunaux. C'est la restitution du dépôt de garantie. Ouais. C'est là où en fait l'objectivité elle s'envole dans les discussions. Tu perds ton objectivité. Voilà. Et que c'est. Alors maintenant, j'ai envie de dire, je trouve qu'on a plus d'outils pour gérer ça parce qu'avec tous les outils d'état des lieux où tu peux prendre pléthore de photos, et j'invite, et je pense que toi aussi, à prendre le maximum de photos possibles aux gens qui font des états des lieux parce qu'en fait, ça pour le coup, c'est très objectif. C'est pas état des murs, bon état, non, ça c'est fini, tu peux plus faire ça en fait. C'est quoi un bon état, c'est quoi un mauvais état, tu l'as en photo et c'est objectif. Et ça, voilà, ça s'appelle un état des lieux contradictoire. Donc le but c'est de se contredire si jamais il y en a un qui n'est pas d'accord et d'avoir des éléments. Comment vous gérez je suis client, monsieur Hugo, j'ai mis un bien, j'ai un locataire qui s'en va, j'ai un préavis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire? Alors en tant que bailleur, dès que tu reçois ta lettre de préavis 1 mois ou 2 mois, donc là, nous, on laisse le propriétaire déposer son annonce où il veut. PAP, Se Loger, Le Bon Coin, enfin voilà, il y a des sites d'annonces, il y en a plein. Il poste son annonce et c'est dès lors que le propriétaire va recevoir les premières demandes, généralement sur Le Bon Coin, ça tombe 5 minutes après, quoi, que Monsieur Hugo intervient. Et donc après, on intervient sur tout est optionnel ou c'est un peu à la carte. La première chose sur laquelle on va accompagner le propriétaire, c'est pour l'aider à organiser les visites. Moi, pour en avoir fait pas mal et organisé pas mal, les locataires, ils t'appellent. Alors déjà, ils t'appellent, ils t'envoient des mails, ils veulent réserver la visite le plus vite possible. En plus, Le Bon Coin, c'est réactivité, c'est la nerf de la guerre sur Le Bon Coin. Donc, si tu n'es pas réactif et tu leur dis oui, je vous réponds demain quand j'ai le temps, ça ne marche pas. Donc nous, on a mis en place un système comme Doctolib, c'est le Doctolib des visites si tu veux, où on met à disposition un agenda partagé. Donc concrètement, le propriétaire il transmet une URL au locataire. Le locataire il se connecte, il voit le bien qu'il veut visiter, il dit voilà je veux visiter tel jour à telle heure. On qualifie automatiquement le locataire, on lui demande est-ce qu'il va emménager seul, est-ce qu'il a des garants, c'est quoi ses revenus, est-ce qu'il va… Donc, c'est des informations minimum. On ne lui demande pas son dossier, mais on lui demande un profil locatif, juste le minimum. Comme ça, le propriétaire, il a sur son dashboard tous les dossiers qui remontent. Alors qu'avant, ça remontait dans ma boîte mail. Et quand tu reçois des dizaines et des dizaines de demandes sur Le Bon Coin, après, c'est le bordel pour retrouver le dossier d'un tel, qu'est-ce qu'il t'a dit. Donc là, nous, on a fait un dashboard où tu vois, tu as la vision globale de tous les locataires. Tu peux valider ou refuser la visite, puisque ça c'était la première idée de valider. Donc c'est le propriétaire qui valide la visite. Si moi j'ai pas envie parce que je veux que des étudiants et puis le gars il travaille, je peux dire non j'ai pas envie, je refuse. Okay. Mais le mec a déjà bloqué un créneau quand même. Moi je peux le refuser, je dis non j'ai pas envie. Oui mais je veux dire lui ça libère. Il a Après déjà… quand je refuse la visite, ça vient libérer le créneau. Okay. Donc ça le remet en…
Comme sur Doctolib, quand tu annules un rendez-vous chez le médecin, Doctolib t'avertit. Je veux dire, c'est un peu frustrant pour le locataire qui pense avoir la visite, avoir calé ça, l'avoir mis à lui dans son agenda. Mais après, il est prévenu quand même. Il est prévenu. Mais bon, voilà. Après, nous, on a pris le parti que c'est le propriétaire qui doit quand même valider parce que ça ne sert à rien qu'il fasse une visite s'il cherche une personne et qu'ils sont 3 à vouloir… Non, mais c'est-à-dire que dans le process, ça aurait pu être d'abord la validation et après la prise de rendez-vous, ce qui est normalement un process assez… Nous, au niveau du locataire, on lui dit voilà, on a bien pris en compte ta demande, elle va être validée par le propriétaire. Et attends la confirmation. Donc on est un peu plus nuancé. Et une fois que tu as fait ça, donc le propriétaire il reçoit tous les dossiers des candidats. Donc là, le candidat, il fait… il peut déposer son dossier en ligne s'il veut. Donc en tant que propriétaire, tu fais les visites. Donc moi, je fais encore les visites parce que j'aime bien voir le locataire, j'aime bien voir comment il se comporte lors de la visite, est-ce qu'il est à l'heure ou pas, je sais pas, est-ce qu'il va se déchausser, est-ce qu'il est poli, les questions qu'il me pose. Je veux vraiment comprendre son profil. Est-ce qu'il veut venir juste pour 1 mois, 2 mois? Est-ce que c'est parce qu'il fait un stage qui va durer 6 mois? Est-ce qu'il travaille à 2 heures du logement? Je sais qu'il ne va pas rester. Donc ça c'est important et donc nous on laisse le propriétaire faire la visite. Après on a plein de propriétaires jusqu'à présent qui nous disaient ouais mais nous on est loin, on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire de faire des visites et puis c'est chiant les visites. Donc là depuis le début de l'année on propose un service de délégation des visites. Donc on a 750 agents professionnels sur toute la France. Et en fait, c'est simple, tu dis voilà… Quand tu dis agent professionnel, c'est quoi? C'est agent commercial Non, c'est des gens qui sont dans l'immobilier, qui peuvent être agents IMO ou mandataires ou indépendants, et tu vois, qui ont du temps. Un complément de revenu. Voilà, et qui ont du temps. Et donc derrière, le propriétaire dit voilà, moi je veux acheter 2 heures de visite, 3 heures de visite, et je dis voilà, je veux faire toutes mes visites le lundi de 18h à 20h. Donc je prends 2 heures, nous c'est un taux horaire, donc il commande en fait sa visite. C'est combien? On est à 80 € de l'heure je crois, à peu près, 85 € de l'heure. Et ça coûte, c'est combien de temps une visite? Ou c'est un créneau de combien en général? Après ça dépend de la surface. Moi à titre perso, pour des studios, je fais un quart d'heure, ça suffit largement tu vois, pour une surface de 20. C'est ce qu'on fait aussi. Donc tu vois, un quart d'heure, ça te fait… Et je fais des visites groupées, parce que tu as beaucoup de gens qui ne se présentent pas, surtout sur le Bon Coin. Exactement. Donc moi maintenant je me dis, pour un créneau de 15 minutes, je me prends entre 3 et 4 candidats. Ça veut dire que sur… Ah ouais quand même. Ouais, tu sais, ça va… Tu dois vraiment avoir des gens pas sérieux. Non, généralement, ça tourne autour de… Tu vois, 3 candidats, c'est bien. Tu as le temps de discuter avec chacun. C'est pas… Tu vois, tu te bouscules pas. Mais je fais pas plus. Tu vois, puis s'il y en a d'autres, ils attendent un peu leur tour. Donc, tu vois, tu te fais 3 candidats par quart d'heure. Donc, sur 1 heure, tu en fais 12. Donc, 12 candidats par heure. Tu vas ramener ce que ça te coûte, 80 €. Bon, toi, c'est acceptable. Par rapport au temps que j'économise de ne pas aller sur place, de ne pas aller aux visites, etc. En tout cas, moi, c'est un truc que je suis prêt à payer pour avoir quelqu'un qui fait les visites si je ne peux pas les faire ou si je n'ai pas envie ou pour une autre raison. Et donc ça, c'est toi qui définis le temps. Donc moi, ce que je recommande, c'est que vous bookiez un créneau, vous envoyez tout le flux sur ce créneau-là de 18h à 20h et ensuite… après, le candidat dit « Ok, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas ». Si ça l'intéresse, à ce moment-là, il peut déposer son dossier. Mais là, toi, tu peux demander au mec qui a fait la visite quel est son feeling? Ou le mec, il a été payé à l'heure et après, tu peux avoir un retour, oui, rien lui demander. Parce que tu as quand même un échange avec le… Tu vois, tu peux l'appeler la personne qui donc il peut te faire un feedback si tu veux. Il n'y a pas le risque qu'ils disent « Attends, moi, j'ai été payé 1 heure, je ne vais pas repasser une demi-heure avec toi au téléphone pour faire le débrief des candidats. » Non, parce que… Non, de toute façon, après, le débrief, finalement, tu le fais avec les locataires. Après, le gars, tu vois, s'il a vu 10 personnes dans l'heure, 20 personnes, tu vois, lui, il vient ouvrir des portes. Ouais, il va un peu se mélanger dans les pinceaux. Donc, moi, je conseille plutôt de faire le point avec les candidats. Après, de toute façon, tu le sais tout de suite, le candidat qui dit « ça m'intéresse pas ». Le candidat qui dit « ça m'intéresse », ok, à ce moment-là, après, tu peux faire un échange par SMS simplement. Le candidat, il sait, c'est un peu binaire, quoi. Ça m'intéresse. Ou alors… Peut-être ça m'intéresse, je suis en train de faire plein d'autres visites à côté. Et donc, ce cas-là, ok, je te mets en stand-by, mais sache que moi, j'ai des gens qui vont prendre le logement d'ici quelques jours. Donc, si tu es prêt, tu me dis. Si tu n'es pas prêt, prends ton temps et visite d'autres logements. Mais généralement, c'est assez binaire. Ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse. Et donc, à ce moment-là, on part sur le bail.
où je suis en attente et ceux qui sont en mode stand-by, généralement je sais que le temps qu'ils se décident, le logement il aura été pris, quoi. Ok. Mais bon, après les locataires, tu vois, c'est bien d'avoir un petit feedback. Je préfère avoir le feedback avec les locataires. Tu vois, c'est rapide par message interposé. Et quand ça les intéresse, je leur dis très bien, filez-moi votre dossier, vous le téléchargez sur Monsieur Hugo. Nous, on a mis un outil en place qui permet de démasquer les faux dossiers. Parce qu'il y a énormément de faux dossiers. Ah oui, il y en a beaucoup. Ouais. Mais quand je dis normalement, c'est pas. Il y a que la crise du logement, la difficulté pour se loger, le fait qu'il y ait très peu d'offres, qu'il y ait une concurrence de malade entre les locataires pour se loger, surtout dans les périodes, tu vois, juin, juillet, août, septembre. Sûr, ça, c'est les périodes les plus chargées. Donc, ils ont tous tendance à transformer des CDD en CDI, de modifier leur feuille de paie, de faire tout un tas de petites magouilles. Et donc, le risque pour le propriétaire, c'est de prendre un gars qui a modifié sa feuille de paie et qui dit « Ouais, je te gagne 3 000 €, mais en fait, je gagne 1 500 et il ne va pas pouvoir te payer son loyer au bout de quelques mois. » Donc, nous, on a mis en place, avec le ministère de Logement, un système de contrôle des dossiers. Donc, tous les documents sont passés au crible fin. On analyse informatiquement via des algorithmes pour analyser ce que les documents ont été retouchés ou pas, qu'est-ce qui a été modifié. Ça, c'est traité de façon informatique. Et derrière, il y a un dernier contrôle qui est celui-là assez puissant, puisqu'on va directement aller regarder à la source combien d'impôts il paye. Ok. Donc en fait, tu recoupes au niveau du centre des impôts par rapport au bulletin de salaire qu'il t'a payé. Et là, s'il a fait x2 dans son salaire, tu verras vite fait que ça ne correspond pas avec ses revenus déclarés au centre des impôts. Et voilà, donc ça permet de sécuriser les bailleurs, ça leur donne un élément objectif pour se dire « Ah ok, ce locataire, son dossier a été validé, c'est un gage de confiance, mais s'il y en a 3 qui sont validés, c'est quand même au propriétaire de choisir. » Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir fait la visite aussi avec le locataire parce que je choisis aussi un peu en fonction des retours que j'ai pu avoir. Donc, c'est plus des retours subjectifs lors de la visite. Mais comme ça, effectivement, nous, on laisse le choix au propriétaire de choisir son locataire. On ne va pas le choisir à sa place. Mais on lui met à disposition des outils d'aide à la prise de décision qui lui permettent d'essayer de ne pas trop se tromper. Puisque la mise en location, tu le sais, si tu te trompes en amont, le locataire, tu ne peux pas le mettre dehors. Bah oui. Et tu vas attendre. Tu n'as pas de période d'essai. Pas de période d'essai, tu attends 1 an, 3 ans. Même pas, tu ne peux même pas attendre parce qu'il faut des raisons valables pour le mettre dehors. S'il ne paye pas, tu sais comme moi que les procédures sont très très longues. Quoi. Ouais, carrément. Même si ça a des garanties, etc., ça prend du temps. Donc il faut blinder à mort cette phase-là en amont. Donc c'est ce qu'on fait effectivement via ce système déjà anti-fraude. Donc c'est un premier niveau de sécurité. Après, les locataires qui passent dans Monsieur Hugo, on leur dit attention, on va vérifier ton dossier. On est là pour détecter les faux dossiers. Donc, si tu es un peu malin, en tant que locataire, tu ne vas pas déposer un dossier s'il est faux. Bah oui. Tu vas te faire toper. Ouais. Donc, naturellement, en fait, les locataires qui ont envie de tricher, ils vont pas aller jusqu'où. Mais à la limite, nous, on s'en fiche. L'idée, c'est pas d'avoir 50 locataires, c'est d'en avoir un. Et puis, on fait aussi filtre de confiance entre des plateformes comme Le Bon Coin, où les locataires, ils ont peur de transmettre leur dossier en direct au propriétaire. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il va faire de mon dossier? Il va l'exploiter, il va ouvrir des comptes bancaires, etc. Donc, nous, derrière, on vient filgrammer. Tu vois, chacune des pièces justificatives, on écrit un texte qui est document à usage que pour la location. Donc, ça sécurise aussi le parcours client au niveau du locataire. Donc, ils sont un peu plus en sécurité. Ok, je passe par Le Bon Coin, mais derrière, j'ai une plateforme un peu plus sécure. Je sais qu'ils vont vérifier mon dossier. Donc, c'est quand même bien. Tu vois, les mecs qui ne veulent pas frauder, ils disent « Ah, mais c'est quand même bien parce qu'au moins, tous ceux qui veulent un peu frauder, je ne vais pas être en concurrence directe avec eux. » Donc, ça vient un peu les rassurer. Ça fait un entonnoir un peu, un filtre, en fait, un filtre naturel. Et nous, notre taf et l'objectif, c'est de trouver des bons locataires pour le propriétaire. Parce qu'on veut sécuriser cette phase en amont de mise en location, qui est un peu relou. Et une fois que tu as fait tout ça, tu as sélectionné ton locataire, donc c'est toi qui le sélectionnes, tu fais ton bail. Et donc, on a une application juridique de rédaction de contrat de bail. Et là, pareil, on parle de direction juridique. Tu sais que la réglementation, elle change tout le temps. Tu as constamment des clauses, des avenants, des passages qu'il faut mettre à jour dans les actes de caution, même dans les baux. Et donc, nous, on garantit au propriétaire que le bail qu'on va lui mettre à dispo, en fait, il remplit juste des formulaires. Et nous, derrière, via l'intelligence et nos algorithmes, on vient adapter les clauses du bail par rapport à son profil locatif. Donc, on tient compte des lois Allure, des lois Elan,
on regarde l'encadrement des loyers, ville Ça, plafonnement. c'est vous, du coup, qui créez les documents ou c'est une base type Modelo, ImoSign ou un truc comme ça? Non, c'est nous qui créons le document la volée. Et c'est pour ça qu'on met plein de formulaires en amont. Donc le propriétaire, il remplit les formulaires. Et en fonction de ce qu'il remplit, nous, derrière, on vient vraiment fine-tuner les bons articles, les bonnes clauses. Toi, par exemple, si tu es dans une ville à loyer plafonné, on va aller récupérer le loyer max majoré. Ouais. S'il veut faire un complément de loyer, on lui dit oublie pas de bien argumenter parce que sinon c'est caduc. Ouais. Donc on lui mâche le travail, mais c'est pas lui qui écrit son bail à la main. C'est pas un modèle que tu télécharges et que tu complètes. Ouais. Si compléter un modèle, c'est un peu risqué. Donc nous, on lui demande juste la donnée. Avec la donnée, en fait, on lui génère son bail. Il peut le signer électroniquement. Alors ça, pour ceux qui sont à distance, c'est top parce que tout le processus, donc si tu as une coloc avec 3 gars, on envoie le bail à chaque colocataire, donc on fait signer par DocuSign. Si tu as des garants, on génère l'acte de caution solidaire, on envoie aux garants, ils signent et après, toi, en tant que bailleur, tu signes ton truc. C'est quoi il n'y a pas un sujet sur les garants avec la signature électronique pour la recopie du texte? Si, il y a un sujet. Il y a eu récemment, quelques années, une évolution législative qui te permet maintenant de proposer la digitalisation de l'acte de caution. Avant, tu ne pouvais pas, il fallait un document manuscrit. Papier, manuscrit. Voilà. Bon, donc là, on était un peu coincé, mais c'est chiant de faire remplir à la main. Tu vois, c'est l'âge de pierre, quoi. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit que maintenant, tu peux faire ça informatiquement, de façon digitale. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que le garant, donc, il signe encore électroniquement. Donc, c'est une signature officielle via DocuSign, qui est un acteur reconnu par les tribunaux. Et le garant, il doit recopier avec son clavier le texte. Donc, je reconnais me porter caution pour tel locataire et je me porte garant de toutes les dettes locatives qu'il pourra avoir. Donc, tu vois, c'est pas long, c'est 2-3 lignes de texte, mais il recopie sur son clavier. Mais s'il fait une faute, c'est pas grave? Il oublie un mot. On lui demande de recopier. Non, parce que quand tu fais ça pour un prêt bancaire, si tu fais une faute, tu refais, quoi. Tu vois? Lui, il s'est tapé informatiquement, donc s'il se trompe, il refait, quoi. Et vous le mettez pas, vous le pré-remplissez pas, vous Non, parce qu'il faut que ça soit rempli par le. Ah ouais. Si tu le remplis à la place du gars, en fait, ça n'a pas de valeur. Parce que. Oui, mais en même temps, tu peux pas. Une fois que le document est édité, tu peux pas savoir qui l'a tapé, en fait. Si, parce que nous, c'est redaté. Ah, ok. Et c'est justement pour la ça. La saisie, elle est redatée, pas que la signature? Ah non, la saisie, ouais. Ok. Et c'est pour ça, c'est ça la puissance d'utiliser des acteurs qui sont reconnus pour la signature électronique, c'est qu'ils font ça dans les règles. Et donc, nous, on écrit en rouge, merci de recopier ces trucs. Il a un champ de saisie, s'il ne recopie pas, ça ne marche pas, quoi. Donc, il doit recopier son texte. Et donc, ça prouve qu'il a bien recopié le texte. Mais du coup, il ne peut pas valider si ce n'est pas exactement le même texte. Alors, pour éviter justement qu'il manque un mot, etc., j'imagine. Parce que, tu vois, le montant, il n'est pas bon. Non, alors là, effectivement, on ne check pas mot pour mot. Il recopie le texte, il signe. Si c'est trompé, s'il a mis un mauvais loyer, ça, il faut que le propriétaire, tu vois le document et tu dis, tiens, en fait, il s'est planté, il a mis 500 €. Non, c'est pas 500, c'est 600. Donc là, tu peux le refaire. Mais au moins, ça a une vraie valeur légale parce que ça a été tapé, pas manuscrit, pas de façon manuscrite, mais de façon informatique. Et ça a une valeur, mais ça n'empêche pas de contrôler ce qui est marqué. Ça n'empêche pas. Mais au moins, l'acte de caution, il a une vraie valeur juridique. Voilà, donc c'est cette évolution qui a permis de le faire. Et donc, du coup, tu digitalises toute la chaîne de mise en location. Et tu vois, nous, nos baux, ils font une 50aine de pages avec les annexes. T'imagines si tu dois imprimer ça, tu as 3 colocs. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, tout ça, ça se fait en quelques clics. Finalement, c'est redaté, tu as une trace, on peut fournir le fichier de preuve. Le fichier de preuve, c'est ce que tu fournis au propriétaire pour lui dire le bail il a bien été signé à telle date par tel locataire. Donc, c'est ce que te demande le tribunal pour vérifier que tu as bien eu. Et en fait, ce sera au locataire de prouver qu'il n'a pas signé. Alors que si tu ne fais pas ça, c'est au propriétaire de prouver que le locataire il n'a pas signé. Donc, toi, ça inverse la responsabilité et ça te change la vie. Et là, en tant que propriétaire, tu ne peux pas le faire, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est super important. Et une fois que tu as fait ton bail, qu'il est correct, etc., tu l'as signé électroniquement, le locataire, lui, il retrouve son bail sur son compte, il est archivé. Le propriétaire, c'est pareil, c'est archivé. Après, tu fais l'état des lieux. Là, on revient donc, à la question d'état des lieux. Donc, quand tu fais ton état des lieux, nous, on a mis en place depuis peu une application pour faire l'état des lieux sur le téléphone. Parce que c'est le top, tu dis, il faut prendre les photos, faire les… téléphone ou tablette, c'est mieux. Donc ça, on le fait et on a intégré l'intelligence artificielle. Et c'est une tuerie. Honnêtement, moi, je l'ai testé. Ça apporte quoi, là, du coup? J'ai essayé là encore récemment, mais
Donne un exemple concret. J'étais dans mon studio, il était tout neuf, j'avais refait, j'avais racheté les petites cuillères, les petites assiettes chez Ikea, tout ça. Je faisais mon inventaire. Et donc là, j'ai pris une photo de ma cuisine pour la photo. Le truc, il a mouliné, il m'a dit « Ah, ok, là, il y a un micro-ondes de telle marque, il y a une plaque de cuisson, 2 plaques de cuisson, il y a un frigo, ta. » Il m'a tout détecté. Trop bien ça. Ouais. Et franchement, j'ai juste pris une photo. Donc ça m'a pris 2 secondes. Donc là, je dis « Il te Waouh !» compte les fourchettes et tout dans les tiroirs? Il compte les fourchettes. Ok. Après, je préfère le faire, il y a aussi la dictée vocale. Ouais. C'est plus facile, je trouve, que la photo. Parce que des fois, la photo, peut-être qu'il ne peut pas voir quand il y a 5 assiettes, il ne peut pas voir combien il y a 5 assiettes. Donc là, je passe en dictée vocale, je lui dis « Voilà, là, il y a 5 assiettes, 4 fourchettes, 3 bols, 3 tasses. » Tu fais tout comme ça et ça prend 2 secondes. Et là, l'application, elle va automatiquement comprendre ce que tu dis, l'injecter automatiquement dans la cuisine en te disant « Voilà, je t'ai tout mis. » Et honnêtement, c'est une tuerie, tu gagnes 4 fois. C'est 4 fois plus rapide en fait que si tu le faisais à la mano. Et ça, honnêtement, en fait, il faut le faire pour comprendre que c'est un effet waouh. Tu sais, le truc un peu non, mais les inventaires, c'est chiant. Honnêtement, les inventaires, quand tu le fais à la main, c'est chiant. Quand il manque une fourchette, le remettre à jour parce qu'il manque une fourchette, c'est chiant aussi. Enfin, tu vois, donc voilà. Honnêtement, ça prend du temps de faire un inventaire. Même en étant équipé, tu vois, ça m'a pris un petit peu de temps parce que c'était le premier. Et le fait, tu vois, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, ça peut t'aider dans ton business à être plus productif, à gagner du temps. Là, c'est un exemple concret appliqué dans l'IMO pour un investisseur, de faire son état des lieux avec l'intelligence artificielle. Et voilà, donc ça, effectivement, donc, le propriétaire peut utiliser l'appli pour faire son état des lieux, son inventaire. Tu peux prendre les photos, tu mets l'état du logement, le nombre de clés, le relevage de compteur, enfin, tu fais tout ce que tu dois faire. Le locataire, il le signe, donc tu lui montres le téléphone, tu lui montres le téléphone, tu signes là, et tu vois, c'est plié. En 2-2, tu lui remets les clés, et le truc, il est clos, t'en parles plus. Et donc ça, c'est pour l'entrée. Pour la sortie, forcément, tu parlais d'état des lieux contradictoire. Donc nous, on reprend l'état des lieux d'entrée et on fait l'état des lieux contradictoire. Et voilà, donc tu utilises la même application, c'est exactement le même principe. Donc ça, c'est si tu veux le faire par toi-même. Et si tu n'as pas le temps, on parlait tout à l'heure des visites, les gens, ils n'ont pas le temps. Alors soit des fois, ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas envie de se prendre la tête à la sortie avec le locataire. Ouais, aussi, non, parce que c'est un moment chiant. Franchement, moi, j'ai vécu des sales trucs. Alors moi, je conseille de faire un pré-état des lieux. Tu le fais une semaine avant, mais de façon informelle. Tu vas voir le locataire, on regarde un peu ce qui va pas. Comme ça, je vous montre un peu du doigt ce que vous devez remettre un peu en état. Il est prévenu, il est au courant. Parce que généralement, quand tu le fais le dernier jour, tu vois, il a déjà fait ses valises. Il fait non, mais je vais montrer dans 1 heure, j'ai pas le temps. Puis là, il va commencer à râler. Il fait non, mais le mur, il est bien, mais les joints, ils étaient comme ça. Enfin bref, je suis d'accord avec toi. Nous, on envoie une petite liste de choses à faire et en rappelant les responsabilités de chacun en fait. Ouais, et de quoi il est responsable. Et ça, c'est fait. Donc ça, c'est effectivement, nous, on conseille vraiment de faire un pré-état des lieux. Ok, ça va prendre une demi-heure, mais bon, c'est mieux de le faire. Comme ça, tu limites les litiges. Le locataire, il a 1 semaine pour faire les réparations. Tu ne le prends pas au dépourvu. Et tu dis, tu le ménages, tu le fais. Hein. C'est pas genre, tu passes un coup de chiffon. Enfin, tu fais un truc propre. Hein. Tu nettoies les joints, tu lui dis exactement ce qu'il doit faire. Et ça, c'est quand tu peux le faire. Mais si tu n'as pas le temps de le faire à l'état des lieux, pareil, on a notre réseau de 750 agents qui ont donc aussi des tablettes pour faire l'état des lieux. Et là, c'est exactement pareil. Tu commandes un état des lieux. Donc, tu dis, voilà, je voudrais le faire tel jour à telle heure. Et à ce moment-là, la personne se rend sur place, fait l'état des lieux à ta place avec le locataire sur un outil professionnel. Et ensuite, tu reçois le rapport horodaté et signé dans ta boîte mail. Ok. Et ça, pareil, voilà, donc on a ces 2 modes de fonctionnement. Soit je fais par moi-même ou soit je délègue en fonction du temps que tu as, de ton envie de le faire ou pas, du fait que tu sois à distance ou pas. Mais au moins, on laisse la liberté au propriétaire de s'investir s'il veut s'investir ou pour certaines corvées de les déléguer s'il a envie de les déléguer. Ok. Pour tout ça, combien ça coûte? Alors, on a une offre, on va dire, tout packagé. Donc, c'est comme au resto, on a une offre à la carte ou une offre au menu. Donc, si on regarde le menu, entrée plat dessert,
café digestif et tout ce que tu veux. On a une offre qui est à 33 € par mois et qui intègre l'accès à toute la plateforme de gestion locative. Tu as les 2 garanties, tu as la protection juridique qui traite tous tes litiges, qui traite aussi les impayés, qui vont jusqu'à l'expulsion du locataire. Et tous les frais sont pris en charge jusqu'à 10 000 €. Okay. Tout à l'heure, je te disais, une procédure, ça coûte 4 000. Ouais. Donc là, normalement, la procédure, elle est prise en charge. Ouais. Donc, ce qu'on prend en charge, c'est il faut payer l'avocat, il faut payer les huissiers, il faut payer le personnel juridique. Donc ça, c'est pris en charge. Et on a la deuxième garantie qui est le dépannage d'urgence, où là, on t'envoie des artisans pour dépanner ton locataire. Et là, on couvre, tu as le droit, toi, en tant que propriétaire, à 21 interventions dans l'année prises en charge. Okay. Donc on te couvre 400 € par intervention. Donc si tu fais un petit calcul, 400 x 21, ça te fait 8 600 € de budget à l'année d'artisans, si tu préfères, enfin de dépannage d'urgence. Il y a quoi comme justification à donner là, pour éviter les abus, tu vois, au niveau assurantiel? Là, au niveau de la dépannage d'urgence, tu appelles la hotline et elle a fait un filtre. Il dit, ah bah non, le canapé, non, ça, on va pas réparer le canapé. Ah, la plaque de cuisson, elle marche plus, non. Donc, tu vois, donc, entre une poignée à revisser et à changer, tu vois. Le filtre, il est fait par l'hotline technique. Ouais. Tu vois, avant d'envoyer quelqu'un, il y a une hotline. C'est pour ça que pour déclencher l'intervention, tu passes par la hotline technique. Donc, toi ou le locataire peut appeler. Donc là, tu as un premier check qui est fait. Ensuite, si tu veux faire intervenir ton plombier, parce que tu as un plombier tu peux le faire intervenir et à ce moment-là, tu pourras te faire rembourser la facture. Donc ça, si tu as tes artisans, donc ça marche. Si tu n'as pas d'artisans, on te met des artisans. Et voilà, donc le point de contrôle, c'est tu appelles la hotline et déjà, il y a un premier filtre qui est fait au niveau de la hotline. Tout ce qu'on peut dépanner par téléphone, on le fait et quand ce n'est pas possible et quand c'est pris en charge, voilà, genre la plaque de cuisson. Ma question, c'était plutôt qu'est-ce qui est pris en charge ou pas pour éviter justement les abus parce que, forcément, si la cause n'est pas vraiment, tu vois, c'était qu'un truc qui était déjà là avant l'entrée du locataire. Nous, ce qu'on prend en charge, c'est tout ce qui est lié à l'eau, gaz, électricité, chaudière, ballon d'eau chaude. Par exemple, j'ai un joint, tu vois, j'ai un joint d'un siphon qui fuit, tu vois, qu'il faut changer. Ça, normalement, c'est une réparation locataire. Donc, si moi, je suis bailleur et que j'appelle l'assurance pour dire il y a une fuite dans mon siphon, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, nous, ce qu'on dit, c'est appeler dans tous les cas l'assistance. Ouais. Eux, ils savent exactement ce qu'ils peuvent prendre en charge. Si c'est parce qu'en fait, on a effectivement des conditions de prise en charge en fonction des pièces et de l'équipement dans chaque pièce. Okay. Parce que des fois, c'est responsable. Tu vois, un robinet, c'est pas pareil qu'un ballon d'eau chaude. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette assistance qui déjà te fait un premier filtre. Okay. Donc, généralement, tu ne le sais pas, le locataire, il ne sait pas, le propriétaire, il ne sait pas. Donc, il appelle, nous dit appeler la hotline et il vous dit directement si c'est pris en charge. Ça, c'est le plus simple. Mais généralement, pour faire simple, on couvre tout sauf ce qui est de la responsabilité du locataire. Donc, ça veut dire, par exemple, je t'appelle, mon chauffe-eau, je suis locataire, mon chauffe-eau, il ne marche pas. Le mec se déplace et il se rend compte en fait, qu'il n'a juste pas relevé le disjoncteur au tableau. Ça, il l'aura traité en amont. Ouais, mais attends, j'en ai fait de la gestion loc à titre perso avec beaucoup de monde, avec beaucoup de locataires, donc j'ai vu à peu près tous les profils. T'as beau les éduquer, il y en a, ils te disent oui, j'ai fait, c'est le oui, tu arrives là-bas, en fait, c'est juste un autre truc à remonter, tu vois. À ce moment-là, si l'artisan est envoyé sur place et qu'il s'avère que c'était un truc tout bête ou qui n'a pas été vu par le locataire, tant pis, dès lors qu'il y a un artisan qui est envoyé, la prise en charge elle est faite. D'accord, donc une fois qu'il est. Ok, ça veut dire qu'ils ont accepté la prise en charge. Voilà, quand la prise en charge elle est faite, ils ne vont pas revenir en arrière. Ah bah non, le locataire il a fait mal. Okay. Voilà. Non, mais c'est parce que sinon ça serait litigieux. Okay. Donc là, la prise en charge elle est validée, on t'envoie quelqu'un chez toi, tu n'auras pas à payer l'intervention. Après, l'artisan est sur place, il dépanne. Et si, par exemple, sur place, il faut changer le ballon d'eau chaude ou il faut changer la résistance du ballon d'eau chaude, donc là, c'est de la réparation. Donc là, l'artisan qui est sur place, il te fait le devis. Si tu veux passer par lui, tu peux. Si tu ne veux pas, tu passes par quelqu'un d'autre. Mais au moins, il est venu, il t'a fait le devis, il a mis en sécurité le logement. Donc cette première
prise en charge que tu aurais dû payer dans tous les cas de 400 €. Là, elle est prise en charge par la. Et après, la réparation, c'est pour toi quand tu es lancé. Voilà, de toute façon, les réparations, c'est toujours. Voilà, parce que tu vois, ça peut chiffrer très très vite. Mais au moins, tu as sécurisé ton process en amont, tu as quelqu'un que tu envoies. Donc, c'est vraiment une notion de dépannage. Ton SAV, tu vois, c'est le premier niveau de SAV. C'est le niveau 1, si tu veux, de SAV. Niveau 2, c'est la réparation ou changement. Où là, effectivement, tu te doutes bien qu'un eau chaude, ça coûte une blinde, ça coûte dans les 800 €. Mais au moins, tu as quelqu'un qui est là. Tu vois, tu t'es pas pris la tête à dire attends, il faut que je trouve un artisan, il faut que je le fasse venir, il faut que j'en trouve un, le temps qu'il vienne, qu'il fasse un devis, ça va prendre des semaines. Là, au moins, c'est la praticité, le fait qu'il se soit déplacé dans un délai de 2 à 3 heures, parce qu'on traite l'urgence. Donc, et comme on traite toute la France, la variable d'ajustement, c'est le temps. Donc, au lieu de mettre 3 heures pour aller dans des villes classiques, si tu es à la campagne, il va mettre 4 heures. Mais au moins, il est venu, il a peut-être mis 1 heure, voire 2 heures de plus. Mais tu vois, ça se chiffre en heures, ça ne se chiffre pas en journée, quoi. Donc ça te fait toute la différence. Et le locataire, il est content parce que tu t'es occupé de lui, tu n'as pas relancé 15 fois, tes parents stressent pour dire « c'est que je vais trouver un plombier, je ne trouve personne, ils ne sont pas dispo ». Tu vois, c'est pour ça qu'en introduction, on dit que c'est important de sécuriser les process, de savoir avec qui tu vas bosser, de savoir déléguer, d'avoir des personnes sur qui compter pour… Parce que tu vois, typiquement, ça, tu ne fais pas toi, tu ne vas pas t'amuser à aller, sauf si tu habites à côté du locataire. Mais généralement, tu n'as pas le temps, tu es à distance, tu n'as pas l'expertise technique pour le faire. Donc, tu envoies un plombier, un chauffagiste. Mais au moins, le truc, il est bordé, il est cadré, quoi. Tu sais où tu vas, tu sais que là, ok, c'est pris en charge. Que s'il faut changer, moi tu auras un devis, tu passes par lui. L'important c'est de cadrer parce que comme tu gères ta mini-entreprise, il ne faut pas faire ça à l'aveuglette en te disant tiens je jette une pierre en l'air et peut-être que ça va bien se passer ou j'espère que je ne vais pas avoir d'emmerde. Ok, écoute, merci, c'est très clair. Est-ce que les gens peuvent tester l'outil? Est-ce qu'il y a une période d'essai? Oui, bonne question. On peut tester toute la plateforme pendant 2 mois. Donc tout est gratuit, donc il n'y a pas besoin de rentrer une carte bleue, c'est vraiment tout est gratuit. Tu peux mettre en place le prélèvement des loyers, tu peux tout tester sauf les garanties. Évidemment, donc tu testes tout pendant 2 mois. C'est bien de le dire, mais bon, parce qu'il y a peut-être des utopistes qui pensaient que… sinon on fait du bénévolat, mais les assureurs ils ne marchent pas comme ça. Donc allez-y, même la partie mise en location, tu peux tout tester. Le contrôle des dossiers, tu peux le tester. Tu peux payer quelqu'un à l'heure si besoin. Après, si tu veux envoyer quelqu'un, lui, il faut le payer parce qu'il ne teste pas. Mais la prestation, la plateforme, tu peux la tester. Dès qu'il y a une prestation, genre, je sais pas, je veux prendre une PNO. Donc, nous, on propose la PNO. Si tu veux la prendre, tu la prends. Mais tu ne testes pas. Donc, les garanties ne se testent pas. Les prestations, envoyer quelqu'un, ça ne se teste pas. Sur la fiscalité, si tu veux faire ta fiscalité, ça non plus, ça ne se teste pas. Par contre, on propose des rendez-vous fiscaux. Donc, on a un expert fiscaliste que tu peux prendre un rendez-vous avec lui. C'est des rendez-vous de 15-20 minutes pour lui exposer ta situation. Comment j'investis en nom propre, en meublé, toute cette partie-là qui est un peu prise de tête quand il ne connaît pas grand-chose. Là, tu as une prise en charge par un fiscaliste qui va te faire des simulations. Donc ça, c'est gratuit. Après, bien sûr, si le propriétaire dit « Ah ok, c'est bien, c'est plus clair, j'ai envie de vous confier ma déclaration des revenus », là, à ce moment-là, il paiera sa déclaration. Mais la partie stratégique en amont, elle est gratuite. C'est du conseil en fait qu'on propose sur la partie fiscalité. Et après, s'il veut passer avec nous, il passe. Donc ça, il peut tester ça. Voilà, et puis on peut mettre à dispo un petit code de bienvenue petit code de remise pour ta communauté. C'est lequel? Tu l'as déjà en tête? Dis-moi celui que tu veux et je le créerai après. Moneytree, tout attaché, c'est très bien. Moneytree, tout attaché. M-O-N-E-Y-T-R-E-E pour ceux qui nous écoutent. Je vais le créer dans la foulée et puis ils auront le droit à 5% de remise à vie sur n'importe quel abonnement. Merci, c'est cool. Merci pour eux. Voilà. Tester. On vous met le lien du coup dans la description. Vous pouvez cliquer dessus. On vous remet le code dans la description. Il faut bien l'écrire. Tout attaché. En majuscule, les codes promo. Comme tu veux, minuscule, majuscule. Majuscule, toujours en majuscule. C'est impactant, il faut toujours être en majuscule. Merci Bruno en tout cas pour cet échange. Merci à toi. Bravo du coup d'avoir construit cet outil aussi. Tu as plusieurs milliers d'utilisateurs, tu me disais? Ouais, on a 3500 lots. 3500 lots. En gestion sur la plateforme. On a plutôt des profils investisseurs, donc qui sont multi-propriétaires. Après, le débutant, il peut y aller. Lui, il cherche la sécurité, l'accompagnement juridique, fiscal. On peut avoir des gens qui ont des immeubles, qui ont plusieurs biens et qui veulent tout automatiser, gagner du temps. Donc, on a vraiment tout type de profils sur la plateforme.
Et c'est des gens qui veulent garder la maîtrise et le pilotage de leur activité, et qui veulent pas trop utiliser Excel parce qu'on a vu ses limites, ou qui finalement se disent l'agence immobilière c'est pas trop mon trip et je préfère passer par un modèle où je maîtrise le pilotage de l'activité. Ok, très clair, ça marche. Merci encore Bruno. Merci à toi Julien. Ciao, ciao. Merci à toi, ciao. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.